Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes prêts pour ce gros rendez-vous, pour cette finale, pour ce classico. Tout est prêt de mon côté, la casquette est placée, mais attends, mais il manque pas quelque chose là? Ah, voilà, là on a tout ce qu'il faut. On peut aller à la bagarre. La bagarre! Mesdames et messieurs, Classico en finale de Supercoupe d'Espagne. Ça va faire la 3e saison de suite parce qu'il me semble qu'en 2021 c'était Barça-Bilbao, en 2022 c'était Bilbao-Real Madrid. En 2023, nous avons étrillé ce Real Madrid avec un super match du FC Barcelone. Peut-être l'une des parties qui rentre dans le top 5 des plus beaux matchs du Barça sous l'ère Xavi. Un match dans le contenu impeccable, un Gavi hors norme. Bref, on avait tarté ce Real Madrid qui a bien pris sa revanche en 2024 en nous mettant également à son tour une tarte triplée de Vinicius. Il me semble, on avait vraiment pris très cher à ce moment-là, un moment du FC Barcelone qui était assez compliqué. Donc on peut le dire un petit peu, c'est une forme de belle qu'on va avoir ce dimanche soir. Qui va tarter l'un? Est-ce le Real qui va rouster le FC Barcelone? Est-ce l'inverse? Ou va-t-on être face à un match qui va être un peu plus disputé, un petit peu plus serré? C'est ce qu'on va voir. Même si on a un changement de dynamique entre le Barça et le Real Madrid, ça reste un classico, ça reste une finale. C'est toujours très difficile d'avoir un pronostic fixé pour ce genre de rencontre parce que c'est pas forcément l'équipe qui est la plus en forme qui va remporter ce match-ci. Des fois ça arrive, des fois ça arrive pas. Donc encore une fois, très compliqué de pronostiquer tout ça. Dans cette vidéo pré-match, avant de parler du FC Barcelone et du 11 que j'attends du côté du Barça, parlons un petit peu de notre ennemi juré, le Real Madrid. Comment ça va? Surtout depuis le Classico. On va en parler surtout depuis ce match-ci qui a eu lieu fin octobre. Après, on a fait quelques réactions sur la chaîne, mais il y a eu un énorme changement de dynamique finalement. Là, à ce moment-là, on les avait enfoncés. Beaucoup de supporters du Real Madrid, vous retrouvez les commentaires, beaucoup de créateurs de contenu du Real Madrid disaient « La saison est terminée, le Barça est déjà champion ». Nous sommes fin octobre, mesdames et messieurs. Peut-être que vous n'êtes pas très âgés, mais une Liga ne se joue pas fin octobre. Une saison, c'est long. On a toujours dit, même sur la chaîne, attendez, soyez patients. Même si on a plus 10 points fin octobre, une saison, c'est encore très long. Donc ce qui s'est passé, c'est que le Real Madrid est passé devant le FC Barcelone. Pourquoi ? Tout d'abord parce que le Real Madrid a mieux fait des choses qu'en tout début de saison. Des individualités se sont améliorées. Mbappé, tu le trouves un peu plus fit, athlétiquement en meilleure forme. On est loin d'être sur la meilleure version de Kylian Mbappé, mais c'est déjà mieux qu'en tout début de saison. En tout cas, vous me direz, c'était difficile de faire pire. Vinicius, également un tout petit peu plus en forme. On a surtout un Bellingham qui lui montre réellement de très bonnes choses. Alors, il n'a jamais été mauvais, hein, Bellingham. Pour moi, d'ailleurs, c'est l'un des meilleurs joueurs, c'est le meilleur joueur du Real Madrid depuis ce début de saison. Mais là, depuis 2 mois et demi, on est vraiment sur un énorme niveau de Jude Bellingham qui en plus a recommencé à marquer. Souvent, les gens jugent Bellingham qu'au but. Non, Bellingham, c'était déjà un monstre, même sans les buts. Mais en plus, là, il a rajouté les statistiques. Donc, ça devient quand même assez impressionnant. Et un Real donc, qui est passé devant le FC Barcelone et qui, grâce surtout justement à l'amélioration de ses individualités, a réussi à avoir de meilleurs résultats. Malgré qu'on soit face à de meilleurs résultats, je vais un tout petit peu tempérer cette nouvelle dynamique du Real Madrid, essayer de rassurer certains supporters du FC Barcelone. Tout n'est pas non plus tout rose du côté du Real Madrid. Pourquoi? Premièrement, parce qu'en réalité, celui qui offre le cadeau au Real Madrid, c'est le Barça. Le premier responsable du fait que le Real Madrid soit mieux situé au classement, avant toute chose, c'est le Barça. Le Barça a tendu le cadeau au Real Madrid. Bien évidemment, le Real a su le saisir. Ça, faut les féliciter pour ça. C'est-à-dire qu'ils auraient pu dire « Ah non, nous, on n'en veut pas » et l'Atlético Madrid serait les premiers au classement. Mais le Barça, on a déroulé le tapis rouge. Franchement, le nombre de défaites, de contre-performances d'affilée qu'on a fait du côté du Barça, ça a permis à ce Real Madrid de se relever. Bien évidemment, on aurait pu faire quelques petits contre-résultats, on serait quand même resté devant. Là, on en a tellement enchaîné qu'on leur donne la possibilité d'être premier au classement de Liga en ce moment-ci. La deuxième raison pour laquelle on peut un tout petit peu se rassurer par rapport au rendement du Real Madrid, c'est que dans les résultats, on n'est pas sur un sans faute. Et surtout, dès que le Real Madrid a affronté des gros cadors, ils ont été devant un mur. Ils ont été plus en difficulté. Ils ont affronté l'AC Milan, ils ont perdu. Affronté Liverpool, ils ont perdu. Bilbao, ils ont perdu. Rayo Vallecano, ils ont fait match nul. Donc on est sur un Real Madrid qui n'a pas non plus fait un sans faute sur le mois de novembre et le mois de décembre. Ils ont été à des moments en difficulté et c'est un Real Madrid
Madrid qui ne gagne pas tous ses matchs 3-0, 4-0. Il y a aussi beaucoup de matchs où c'est étriqué, où ça se joue à pas beaucoup de choses. Donc là-dessus, ça peut aussi un petit peu nous rassurer. Et le troisième élément qui nous permet de se rassurer un petit peu du côté des supporters du FC Barcelone, c'est qu'on n'est pas face à un Real Madrid qui a trouvé sa version définitive. Vous vous en souvenez, l'année dernière, le Real a tout de suite trouvé la solution dès le début de saison. Là, on est face à un Real qui se cherche encore. Alors bien évidemment, il se cherche parce que lui aussi a des problèmes de blessures. Faut l'évoquer, parce que souvent on dit ouais, le Barça, on est malchanceux, on a des blessures. Le Real aussi, ils ont des grosses blessures et ils arrivent des fois mieux à les gérer que nous. Mais tu as Tchouaméni en défense centrale qui essaye un petit peu d'être le bouche-trou. Alors sur certains matchs, bien évidemment, ça passe. Il commence un petit peu à s'améliorer à ce poste-ci, mais ça reste, encore une fois, pas son poste. Donc à certains moments, face à des grosses équipes, ça se voit un petit peu plus. Vasquez, arrière droit, sur la continuité, sur le long terme, c'est un joueur qui est friable. Et face à des gros cadors, à certains moments aussi, il peut être largement mis en difficulté. Et ça peut craquer de ce côté-là, du côté du Real Madrid. Et en plus de ces petits problèmes de blessure que tu peux retrouver du côté du Real Madrid, même dans l'animation des joueurs qui sont un tout petit peu plus devant sur le terrain, ça s'est toujours pas trouvé. Camavinga, des fois tu le mets, des fois tu le mets pas, des fois tu mets du Ceballos à sa place, un Bellingham, des fois tu le mets devant, un peu en faux numéro 9, puis des fois tu le mets dans le milieu en tant que relayeur. Les deux attaquants, Mbappé, Vinicius, des fois ils sont que tous les deux dans un rôle qui va être intérieur, des fois tu vas ajouter un Rodrigo sur le côté droit. Il y a beaucoup de choses qui changent du côté de ce Real Madrid qui n'a pas une version et un système définitif. Et on l'a encore vu, là contre Mallorca, moi je voyais un petit peu un 4-2-4 du côté du Real Madrid. Est-ce qu'on va voir ça contre le FC Barcelone, ce Bellingham qui se met à côté de Mbappé et qui aide énormément justement au contre-pressing, avec Camavinga et Valverde qui gèrent un petit peu le milieu de terrain un peu en double pivot? On ne sait pas. Du côté d'Ancelotti, on peut pas trop lui en vouloir de faire ça parce que le Real, justement, comme je vous l'ai dit, n'est pas encore totalement dans le jeu excellent, donc il essaye de trouver des solutions, mais en tout cas, c'est sûr que nous, on peut se dire qu'on va profiter de cette petite incertitude pour pourquoi pas trouver la faille. Du côté du FC Barcelone maintenant, bon, comme on en a parlé plein de fois, on est sur une période, on va dire si on prend la grosse période, qui quand même a été un petit peu compliquée, surtout la fin 2024, des contre-performances dans les résultats, même si dans le jeu on a su un tout petit peu s'améliorer sur la fin, mais on arrive en 2025 sur 2 victoires. On est invaincu en 2025, donc bien évidemment le premier match de Coupe du Roi ultra simple, gagné avec une équipe C, mais le deuxième match contre Bilbao, ça devient tout de suite beaucoup plus sérieux, parce que Bilbao c'est une des meilleures équipes d'Espagne cette saison, et on le remporte sans grande difficulté ce match-ci. Donc ça c'est important de le souligner, mais on n'oublie pas non plus que dans l'ensemble, on reste dans une dynamique qui n'est pas énormément positive. On est encore en recherche justement de confiance. Mais la problématique, c'est qu'à côté de certaines contre-performances, on a aussi pas mal de problèmes extra-sportifs. Bien évidemment, les problèmes que vous connaissez, donc qui sont Dani Olmo et Pau Victor, qui sont des problèmes déjà qui vont avoir un impact sur le 11, sur l'équipe même, déjà sur les joueurs qui ne savent pas comment ça va se passer pour leurs coéquipiers, mais ensuite sur le terrain, tu perds 2 joueurs, donc ça te coûte quelque chose. Mais en plus de ça, ça va avoir un impact sur le FC Barcelone, ça va avoir un impact sur Laporta, qui va être mis en difficulté au sein même de son club par des gens qui vont vouloir sa tête, par des supporters qui vont le critiquer à tort ou à raison, on en a déjà parlé sur la chaîne, et en plus de ça, d'autres clubs espagnols qui vont se mettre à critiquer le FC Barcelone. En plus de ces problèmes-ci, tu peux rajouter le fait que Araujo, il soit très incertain en ce moment sur le fait qu'il va rester au FC Barcelone, alors que ça reste de base un joueur très important de cet effectif. Donc le mec fait genre, il va partir à droite à gauche, apparemment dans les vestiaires, il dit qu'il va partir. On ne sait pas encore, on n'a pas de certitude par rapport à ça. À côté de ça, tu as Rafinha en interview qui te dit « Ah, moi si j'étais un joueur peut-être d'un autre championnat, d'une autre équipe, je suis pas sûr que je voudrais signer dans ce club-ci. » À côté de ça, tu as Ansu Fati qui est même pas retenu dans le groupe pour la demi-finale de Supercoupe. Bref, une multitude de problèmes qui sont extra-sportifs ou en tout cas en dehors du rectangle vert qui n'aident pas du tout le Barça à se relever facilement d'une situation et d'une dynamique qui a été un peu compliquée. À côté de ça, le Barça a quand même bien démarré 2025 et surtout a commencé 2025 avec 2 nouveaux dilemmes. On en a surtout parlé dans la vidéo pré-match de la rencontre contre Bilbao. Le premier dilemme, c'est la question Araujo, qui va revenir de plus en plus dans le groupe. Quelle défense centrale type mettre entre Martinez, lui, Kubarsi, peut-être aussi Christensen qui va revenir? Ça crée plein de choix pour Hansi Flick. Bon, ce dilemme-ci, on peut le mettre un tout petit peu sur le côté pour l'instant parce que justement avec les problématiques Araujo, on n'est même pas sûr qu'il va rester au club cet hiver. Donc ça, on laisse un tout petit peu sur le côté. Il n'en
n'empêche que la deuxième problématique, le deuxième dilemme, on l'a toujours actuellement. Mais c'est un dilemme entre guillemets de riche. Franchement, on est content de l'avoir. C'est cette question du système. Va-t-on conserver ce 4-2-3-1 qui a très bien marché au tout début de saison, mais qui ensuite sur les 2 derniers mois, à certains moments quand même, a été mis un peu plus en difficulté? Ou va-t-on de plus en plus tenter ce 4-3-3 qui a très bien marché contre l'Atlético Madrid, certes pas dans le résultat, mais dans le contenu, et qu'on a remis contre Bilbao? Ça, c'est le beau dilemme qui entoure le Barça sur ce début d'année 2025, un dilemme que moi j'adore voir. Voilà, j'adore parler de ça, et à chaque début de rencontre, j'attends de voir ce que va mettre en place Flick, parce que vous le savez très bien, moi j'aimerais bien voir de plus en plus cette version du 4-3-3, et j'ai envie qu'on persévère un tout petit peu là-dedans. Alors si contre Bilbao, on était sur un Barça qui avait de grandes chances d'évoluer dans ce 4-3. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas Dani Olmo. Donc la question de se dire oui, Dani Olmo titulaire ou pas, est-ce qu'on va être sur la formation avec le double pivot? On l'a pas trop eu. On était quasiment sûr qu'on allait revoir le même trio du milieu de terrain qu'on a vu contre l'Atlético Madrid. Là, la question, elle va commencer à se poser parce que Dani Olmo, il revient et ne serait-ce que pour ce match-ci. Donc là, la question, ça va être quelle formule est-ce qu'on va mettre? Est-ce qu'on veut mettre un milieu Gavi, Pedri, Casado ou est-ce qu'on veut mettre un milieu qui va être Pedri, Casado avec Dani Olmo en 10? Ce qui est bien, c'est que pour Flick, encore une fois, c'est un choix de riche. C'est bien d'avoir ces possibilités-ci. Franchement, on va pas du tout la rejeter. C'est cool d'avoir le choix, surtout quand tu as des bons joueurs qui peuvent faire évoluer cette équipe dans différentes animations. Mais c'est toujours sympathique de voir ce dilemme-ci. Et en plus de ce dilemme-ci, on a quelque chose qui vient s'ajouter à ça, mais qui est corrélé justement à ce 4-3-3, c'est le cas Lewandowski. Pourquoi? Parce que Lewandowski, on le dit depuis 2 mois, déjà devant les cages, c'est beaucoup plus compliqué, mais en plus de ça, et ce qui reste très important, c'est ce qu'il va proposer dans le jeu en tant que solution de fixation. C'est pas du tout du niveau. On est sur un joueur qui est extrêmement brouillon et qui a du mal à conserver. Et par rapport à ça, il y a de plus en plus de rumeurs, ou en tout cas on est de plus en plus en train de parler d'une solution, pourquoi pas Dani Olmo en tant que faux numéro 9. Ce qui nous permettrait de conserver le milieu Gavi, Pedri, Casado, et tu mets un Dani Olmo en tant que faux numéro 9, qui est un très bon joueur dans la surface de réparation et qui est un joueur qui va te permettre aussi d'être plus à l'aise dans les combinaisons avec les autres que Lewandowski. On n'est pas du tout sur le même profil. Lewandowski, c'est un vrai numéro 9 de surface. C'est un mec qui prend du poids, c'est un mec surtout qui sait très bien se placer. En tant que numéro 900, on lui enlève pas du tout. C'est pas le même profil que Dani Olmo. Mais Dani Olmo, dans un autre rôle, donc numéro 10, faux numéro 9, c'est quelque chose qui revient de plus en plus. Et on va le voir sur cette partie. Est-ce que ça va être mis en place? Ça va être une des grandes questions. Il n'empêche que ce Barça, on l'a dit, rentre dans cette super coupe avec l'envie de créer une mini bulle, de créer pourquoi pas une dynamique positive, de gagner de la confiance en soulevant un trophée. Ça ferait énormément de bien. On l'a dit il y a 2 ans, on a gagné cette super coupe, on a été champion. L'année dernière, le Real Madrid a gagné cette super coupe, ils ont été champions. Ça peut largement aider et contribuer en tout cas à lancer une dynamique pour les prochaines semaines parce que tu soulèves un trophée. Et on l'a répété à de maintes et maintes reprises, cet effectif du FC Barcelone n'est pas habitué à soulever des trophées. Donc un de plus, ce n'est pas à jeter à la poubelle. Et donc après tous ces bavardages, mesdames et messieurs, voici le 11 que j'attends du côté du FC Barcelone contre ce Real Madrid. En tout premier lieu, Szczęsny au cage. Alors vous allez me dire, oui, est-ce que c'est pour une question de niveau, etc. Franchement, moi, je trouve pas, je suis pas forcément d'accord avec les gens qui disent, ouais, Szczęsny, il a apporté beaucoup plus de sûreté que Peña. Sur les sorties, je parle au moment où il doit sortir de sa surface de réparation, j'ai trouvé d'ailleurs un peu plus en difficulté que Peña. Peut-être sur sa ligne, un peu plus à l'aise qu'Iñaki Peña, mais il s'est pas pris non plus beaucoup de 1 contre 1, alors qu'on l'a dit, Peña, il mange beaucoup de buts en un contrat, mais sur les sorties, Peña, il sort un petit peu plus et moi, il me fait un tout petit peu plus confiance. Mais je mets Szczęsny, pourquoi? Parce que selon moi, en tout cas, c'est ma doctrine et j'ai toujours fonctionné comme ça, les gardiens numéro 2, ils doivent jouer les coupes. Que ce soit la Coupe du Roi, la Super Coupe, faut le faire jouer parce que sinon, quel signal t'envoie à Szczęsny pour la suite? Tu lui dis, ah ok, tu peux jouer les petits matchs de Coupe du Roi, les petits matchs de Super Coupe, mais par contre, dès que le niveau, il s'élève, on va te mettre sur le côté. Et ça, je pense que mentalement, tu te mets un petit peu le joueur à dos si tu fais ça. Donc, Szczęsny, titulaire. Ensuite, en défense, tu as bien évidemment Koundé, tu as bien évidemment Baldé qui enchaîne et la défense centrale type de ce début de saison, Cubarsí, Martinez. En plus, avec les rumeurs de départ d'Araujo, je pense qu'il n'y a pas de débat par rapport à ça. On arrive au milieu de terrain et comme vous le voyez, je conserve la solution du milieu de terrain du 4-3-3 avec Casado, Pedri, Gavi qui a très bien marché contre l'Atlético Madrid. Un petit peu de moins bien face à Bilbao, il faut le dire, il faut l'accepter, mais je me dis qu'il faut essayer de retenter cette chose-ci et ensuite pour avoir une attaque qui sera composée de Lamine Yamal,
Lewandowski et Rafinha sur le côté gauche. Alors on va voir comment ça va se passer. On l'a dit, contre Bilbao, ces 3 joueurs étaient en difficulté. Lamine Yamal n'était pas dans le ton, mais peut-être que ça vient du fait qu'il revenait de blessure. Rafinha a eu beaucoup de déchets en face des cages, même si dans le contenu, dans la proposition, dans les appels, dans la manière dont il a su se mouvoir sur le terrain, c'était quand même très bon, mais on attend qu'il soit plus clinique devant les cages, en tout cas comme il l'a été durant cette première partie de saison. Et ensuite un Lewandowski qui a réellement pas été bon, que ce soit en point de fixation, et qui a pas été bon non plus en face des cages. Donc là, on va demander à ces attaquants, à ce trio offensif, de réellement élever son niveau de jeu, parce que sinon ça va être compliqué de marquer des buts face à un Thibaut Courtois qui reste un des meilleurs gardiens du monde. Il y a bien évidemment, comme je vous l'ai dit, la solution Dani Olmo qui a été abordée un tout petit peu ces derniers temps. Pour ce match-ci sur une finale de Supercoupe, je le mettrai pas tout de suite, mais attendez-vous à ce que je le mette d'ici peu dans des matchs de Liga. Mais là, pour l'instant, j'ai du mal à voir Flick se séparer de Lewandowski pour une finale de Supercoupe contre le Real Madrid. Ça serait un énorme coup, un énorme signal négatif envoyé à Lewandowski. Je doute que Flick se mette à dos son seul numéro 9 du côté du FC Barcelone. Donc voilà, mesdames et messieurs, pour cette vidéo pré-match de ce gros classico, de cette finale. Comme on l'a dit, le Real revient bien, mais tout n'est pas tout rose non plus de leur côté. Ils sont encore dans des questionnements en phase de rodage. Du côté du Barça, ça serait vraiment bien de gagner cette finale, de soulever la coupe. Il faut éviter, voilà, que les problèmes extrasportifs, ils arrivent à trop gagner le terrain. Essayer d'avoir une deuxième victoire d'affilée contre le Real Madrid. On leur a déjà mis une bonne petite roustasse en Liga il y a quelques semaines de ça. Ça serait bien de rééditer la chose. Ensuite, ça reste un classico, ça reste une finale. C'est très dur de prédire ce qui va se passer. C'est pas forcément les dynamiques du moment qui l'emportent à chaque fois. Faut être là à 100%, faut gérer bien la chose. Il faut leur gérer les individualités du Real Madrid parce que c'est un club, même s'il est mené 1-0, s'il est mené 2-0, si tu lui laisses de l'espace dans les 10 dernières minutes, il peut se réveiller. Donc focus pendant 90 minutes, les amis, voire plus si ça va un petit peu plus loin que ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire comment est-ce que vous le sentez, quel 11 vous voudriez voir pour ce classico, que vous soyez supporter du Real ou du Barça. N'hésitez pas à envoyer ça en commentaire, je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.